Là-bas. Salut tout le monde, c'est Edouard. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'un des plus gros drames de l'armée française de ces 40 dernières années, l'embuscade d'Uzbin. Le 18 août 2008, une patrouille conjointe franco-afghane part en mission de reconnaissance à une cinquantaine de kilomètres de Kaboul. Elle tombe sur une embuscade tendue par les talibans. Ce jour-là, 10 soldats français sont tués, 21 sont blessés. J'entends plus de bruit, j'entends plus rien autour de moi, je ne vois presque plus. Je m'accroupis derrière mon rocher, ça dure 20 secondes. Hein. Ouais. Puis j'attends que la mort arrive en fait. Quoi. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'un des survivants de cette embuscade. Il s'appelle Maël. À l'époque, il était soldat parachutiste de l'armée française. Il a vu ses frères d'armes tomber. Il a affronté la mort dans cette vallée d'Uzbin. J'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie que ça s'arrête. Je veux plus être en Afghanistan, je veux plus être dans ce col, je veux enlever mon treillis. Je veux plus avoir d'armes dans les mains. Il faut que ça s'arrête, et vite. Pour moi, c'est l'un des témoignages les plus forts que j'ai eu la chance d'écouter. Ce qui va être moi, mon traumatisme d'après, c'est ce qui a fait que ma vie a changé à ce moment-là, c'est la récupération des corps de mes camarades. J'ai l'impression qu'on est dans une société où il faut absolument toujours trouver un coupable maintenant. Je crois que le coupable, c'est juste la guerre en fait. Je vous laisse regarder et pour ne rien rater de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Brut. Bonjour Maël. Bonjour Edouard. Alors, j'ai eu l'occasion de lire votre livre, La Voix du soldat, qui parle d'une journée qui a changé votre vie. Et justement, j'aimerais qu'on revienne en arrière et qu'on échange, que vous me racontiez cette journée du 18 août 2008. Et je précise, tu étais au soldat 8e régiment parachutiste d'infanterie de la marine, donc le 8e RPIMA. C'était quoi votre mission? Qu'est-ce que vous faisiez sur place en Afghanistan? Alors, nos missions en Afghanistan, de manière large, c'était pour combattre le terrorisme à distance. La deuxième chose, c'était pour aider les Afghans à se reconstruire et à empêcher que les talibans reprennent le pouvoir. Et nous, de manière plus technique, c'était de sécuriser des régions partagées dans la coalition. Donc il y avait beaucoup d'armées étrangères, hein, les Américains, les Canadiens, les Anglais, voilà, beaucoup de pays européens y étaient. Et on avait tous nos régions respectives et on devait les sécuriser, prendre du renseignement, empêcher que les talibans reprennent ces régions-là, les combattre, évidemment. C'était un point de passage obligé pour pouvoir sécuriser ces régions et éviter justement que les talibans reprennent le pouvoir et arrivent petit à petit jusqu'à Kaboul et fassent tomber le président Karzai, qui était le président de l'époque. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu étais ce matin du 18 août 2008? Alors ce matin du 18 août 2008, j'étais dans ma FOB, donc dans mon camp retranché avancé en territoire taliban, qui s'appelait la FOB Tora, en Quick Reaction Force. En gros, on reste sur la base, prêt à intervenir si la section qui, elle, est partie en patrouille était à accrocher ou à rencontrer des difficultés avec les talibans. La section de Kermin 2, donc la deuxième section de la 4e compagnie du 8e RPIMA, est donc partie en patrouille pour reconnaître un col qui n'avait jamais encore été reconnu auparavant. Ce col, donc c'est dans la vallée d'Uzbin, c'était un point de passage prioritaire pour les talibans, pour le passage de l'opium et l'armement. Je rappelle que l'Afghanistan, c'était le premier fournisseur mondial d'opium, entre l'Afghanistan et le Pakistan. Okay. Donc autant vous dire que c'était un col qui était primordial pour eux de garder. En début d'après-midi, on réveille tout le monde parce qu'on apprend à la radio que la section de Kermin 2 est sous le feu des talibans. Comment vous êtes alerté? On est alerté par la radio. Okay. On a des moyens radio qui sont vraiment de la haute technologie. Et dès que la section de Kermin 2 a été prise sous le feu, le chef de section de Kermin 2 a immédiatement rendu compte à nos officiers, à l'état-major de la compagnie. Et donc du coup, on a tout de suite su où ils étaient et ce qui se passait à la seconde près. Les gilets tactiques étaient prêts, les armes étaient prêtes, les sacs à dos étaient prêts. On pouvait partir en moins de 3 minutes. Les véhicules étaient faits, étaient préparés. Et donc on est parti. Ma première action, c'était surpris, un peu en walker. J'arrivais plus trop à respirer. Ouais. Et là, je me suis de suite dit, ok, concentre-toi sur ce que tu as à faire. Les émotions, on verra ça plus tard. Là, pour l'instant, il faut que tu fasses ton job. Vous partez à combien? Alors là, on part donc une section, c'est à peu près 10 hommes par groupe. Il y a 3 groupes. Donc on part à une trentaine dans ma section là. On part avec une section de l'armée afghane Okay. qui était avec nous et qui correspond à peu près aussi à une trentaine de bonhommes. Okay.
À peu près 60 alors. À peu près 60. On part avec un VAB d'un autre régiment, ce qu'on appelle des VAB brouilleurs. Parce qu'en Afghanistan, il y a beaucoup de d'IED, les engins explosifs improvisés. Ouais. Du coup, ces VAB, comme ils sont souvent mis à feu par des téléphones portables, on a des VAB parfois qui viennent avec nous et qui brouillent les ondes sur un certain périmètre pour éviter que les talibans puissent faire des mises à feu depuis le téléphone portable. Donc on part avec ce brouilleur-là. Donc le VAB, c'est un véhicule avant blindé. Hein. Okay. C'est un véhicule militaire français blindé. Et on part avec une section mortier de la compagnie, pareil, qui sont à peu près une trentaine. Dans cette situation, c'est quoi l'ambiance dans la voiture? Personne ne se parle. On se concentre sur ce qu'on a à faire. On essaie de gérer nos stress. Il y en a qui fument des clopes. Il y en a qui écoutent de la musique pour pas écouter un peu la radio. Il y en a un qui, lui, quand il a entendu dans ma radio que des collègues étaient en train de faire un massage cardiaque sous le feu d'un copain, lui, il a eu des nausées. Il a commencé à vomir dans le VAB parce qu'il a été pris de peur. Ouais. Il faut à peu près, en moyenne, en roulant à une allure patrouille, à peu près 2 heures pour aller jusqu'à ce col, cette vallée d'Ouzbine, à ce village. Et on mettra à peu près 1 heure et quart, parce qu'en fait on décide de ne pas rouler à allure patrouille parce qu'il y avait des morts à la radio. Je commençais à entendre des morts à la radio de notre côté. Et donc l'officier décide de tracer. Et au risque de faire péter un véhicule. Ouais. Mais quand on a des camarades qu'en plus on connaît, qui sont pour la plupart des amis, on trace et puis adviendra que pourra. Alors on a eu de la chance, ils n'avaient pas piégé le trajet. Et mon chef de section, qui lui était en trappe en haut, et qui regardait le trajet, qui s'occupait de la topographie, et qui commençait à nous donner des consignes sur qu'est-ce qu'on va faire quand on va arriver là-bas, comment ça va se passer. À quelques centaines de mètres du village, les enfers se déchaînent sur nos véhicules. On prend des éclats de roquettes, des impacts de balles de partout. Là-bas. Vous n'arrivez pas à rejoindre finalement? Non, on n'arrive pas à rejoindre les copains. Ouais. Donc on décide de faire stop, d'arrêter le convoi. On décide de descendre du VAB et d'aller se mettre à couvert, évidemment. Parce que là-bas, c'est des grandes étendues, il y a quelques rochers. Donc la section, on a ordre d'aller se mettre à couvert derrière des gros rochers qui sont à une centaine de mètres des véhicules. Ouais. Mais courir 100 mètres sous le feu, c'est très long. Quand on a commencé à comprendre comment étaient en train de se balader les talibans sur les lignes de crête, on a commencé à riposter assez rapidement. Vous les voyez quand même, les talibans? Vous arrivez? Alors au début, non, on ne les voit pas. On voit plutôt les départs de coups. Okay. Donc en fait, on se concentre sur les départs de coups, sans vraiment prendre de visée très précise, parce qu'on ne les voit pas. Ils sont très forts dans l'art de la dissimulation. Et puis je vais être très honnête, au début, on a peur. Ouais. On ne comprend pas ce qui se passe. On est un petit peu déboussolé. Et puis ça impacte de partout, sur les rochers, par terre, sur les côtés. Il y a des impacts qui arrivent de partout. Du coup, nous, quand on est monté sur ce col, enfin sur cette partie du col, on est monté sur la droite du col. Donc la mission a changé pour nous. C'était de monter donc par la partie droite du col et de monter déjà d'arriver à monter sur la ligne de crête et d'ensuite d'aller prendre les talibans à revers pour pouvoir faire une tenaille avec la section qui était prise sous le feu et nous. Donc là, on était complètement acculés sous le feu ennemi. Impossible de bouger. Impossible de faire même 5 mètres. C'était pas possible de bouger, on était derrière nos rochers. Non pas qu'on était transi par la peur, c'est qu'on ne pouvait pas faire 1 mètre à droite ou 1 mètre à gauche. C'était pas possible. Impossible de riposter. De riposter, si, parce qu'on se mettait debout, on se levait au-dessus des rochers, on ripostait, mais on pouvait ni aller à droite ni à gauche. Ouais. Dès qu'on avait trouvé notre rocher et qui nous couvrait à peu près bien, on ne pouvait plus bouger. Ou alors on se risquait à une mort quasiment certaine si on sortait de là. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, quand on est sur le champ de bataille et que ça fuse de partout? Assez étonnamment, moi, alors c'est très personnel ce que je vais dire. Hein. On a tous vécu les choses de manière différente. Hein. Mais assez étonnamment, moi, j'ai pas senti énormément de stress. Mais dans cette journée-là, on a eu quelques petits légers moments de répit. Quand je dis légers moments de répit, c'est 2 minutes. Hein. C'est pas une demi-heure de pause. C'est 2-3 minutes par-ci, 3 minutes par-là. En fait, c'est le temps que les talibans rechargent. Hein. Et à chaque fois, je m'en suis rendu compte en y réfléchissant plus tard, pendant mes thérapies, etc. À chaque fois que j'ai ressenti cette peur qui vous prend aux tripes, où là vous servez plus à rien, vous pouvez plus utiliser votre arme,
vous ne comprenez plus rien de ce qui se passe. Tétanisé. C'est pendant les moments de répit, exactement. Pendant les moments de répit, et j'ai même eu un geste que je ne sais toujours pas expliquer aujourd'hui. À un moment donné, ça s'est un peu calmé, et j'ai pris mon téléphone portable, et en fait là, je me suis dit, j'ai pris conscience. J'ai dit, ok, en fait là, je ne rentrerai pas vivant de cette journée-là. Je vais mourir. Je ne vois pas d'autre issue que ça, quoi. En fait, c'était tellement violent, je ne vois pas d'autre issue que de mourir. Et donc, je cherche mon téléphone dans ma poche de treillis, là, sur le côté, et je cherche dans le répertoire le numéro de mon père, et j'essaye d'appeler. Je voulais juste simplement lui dire que j'allais probablement mourir ici, et que je voulais être enterré dans le caveau de mon grand-père paternel avec qui j'étais très proche. Je voulais simplement lui dire ça. Ouais. Et en fait, mon téléphone, avec lequel j'avais aucun problème depuis que j'étais arrivé en Afghanistan, ce jour-là, il n'a pas marché. Et tu ressens quoi, ce moment précis où tu es clairement confronté à la mort, où tu réalises que peut-être que tu vas mourir là, sur place? C'est délicat. Non pas que je ne veux pas y répondre, mais en fait, déjà, c'est physique. La boule au ventre, on a du mal à respirer. Et mentalement, on est sur une autre planète. En fait, c'est comme si... j'étais ailleurs, j'entends plus de bruit, j'entends plus rien autour de moi, je ne vois presque plus. Je suis limite presque en voile noire. Donc je m'accroupis derrière mon rocher, ça dure 20 secondes. Hein. Ouais. Puis j'attends que la mort arrive en fait. Quoi. Je dis j'attends juste que ça arrive et puis voilà, c'est comme ça. C'est compliqué à répondre à cette question. C'est très compliqué, j'imagine. C'est pas que je me souviens pas, c'est qu'en fait c'est difficile de le décrire. Ouais. Le monde s'arrête, tout s'arrête, le cœur s'arrête de battre. On est ailleurs, en fait. On est physiquement là, mais on est intérieurement déjà mort, quoi. Et justement, dans un passage du livre, vous expliquez qu'il y a un de vos camarades qui, limite, enlève son casque et se mettait même à commencer à creuser. Oui, effectivement, c'était ça. Lui, il a pris son casque, il s'est mis derrière un rocher. En fait, il a arrêté le combat. Il a posé son FAMAS le long du rocher, il a enlevé son casque, il a commencé à creuser. Enfin, clairement, de ce que nous, on a compris quand on a vu ça, c'est qu'il était en train de creuser sa tombe. Oui. Va aller savoir ce qui s'est passé dans son cerveau à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est ce que ça voulait dire, quoi. Et on réagit comment quand on voit ses camarades, justement, en train d'avoir ce genre C'est traumatisant. Traumatisant. C'est traumatisant, et ce qui est d'autant plus traumatisant, c'est qu'on peut rien faire. En fait, ce qu'on peut juste faire, c'est le mettre à couvert pour pas qu'il prenne une balle. Parce que du coup, il fait plus du tout attention à ses faits et gestes. Mais on ne peut faire que ça. Et pendant ce temps, donc, vous êtes dans la vallée d'Uzbin et les talibans continuent toujours à avancer. Alors, les talibans continuent toujours d'avancer, et c'est surtout de s'écarter, de s'étaler sur ligne de crête, hein, parce que au début, ils étaient quand même face à nous. Donc c'est un combat qu'on pouvait, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, contrôler. On savait où ils étaient, et puis ils étaient très bien organisés. Hein. Il y avait des talibans sur ligne de crête qui nous tiraient dessus, pendant que d'autres groupes à l'arrière descendaient dans les caches d'armes qu'ils avaient prévues au préalable, hein, parce que elle était prémédité cette embuscade. Hein. C'est pas arrivé de nulle part. Hein. Et qui remontaient charger des munitions, et les mecs tournaient entre eux comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que le feu était nourri, il ne s'est jamais arrêté, parce qu'il y avait toujours des groupes de talibans en train de tirer. Pendant combien de temps avant d'avoir les premiers répits? Nous, quand on est arrivé en début d'après-midi, vers 13-14 heures, mais ça s'est arrêté vers 20h, 21h. Et ça n'a jamais arrêté depuis. Ouais. Donc c'est long. Hein. On a fait une demande d'appui aérien. Ouais. Donc là, alors nos avions de chasse français n'étaient pas disponibles parce qu'ils étaient déjà en train d'appuyer des troupes américaines dans la même journée dans le sud de l'Afghanistan, qui était sous le feu aussi des talibans. Et donc on a demandé aux Américains de venir nous aider. Et là, ils sont arrivés très vite, eux, de Bagram, qui est une base pas très loin de Kaboul, qui est une base américaine. Et ils sont arrivés avec 2 A-10 et 2 avions de combat anti-chars américains et 2 hélicos de chasse. Et là, ils sont arrivés donc tous les 4. Et pendant plusieurs heures, ils ont tourné au-dessus de la ligne de crête, au-dessus du col, pour bombarder et tirer sur les groupes de talibans. Donc, ça a permis déjà de calmer un petit peu le jeu, parce que ils commençaient à prendre beaucoup de pertes chez eux. On n'est pas tout à fait précis sur le nombre de morts. Moi, on m'avait dit pour 80 morts,
d'autres à peu près 50, 60. Donc, le chiffre que je donne dans le livre n'est pas hyper précis, mais il y a quand même pas mal de morts chez eux. Étant donné qu'on ne pouvait quand même pas monter sur cette ligne de crête, à un moment donné est arrivée la décision de replier. L'autre section était complètement dissoute dans le col, presque décimée. Donc il fallait changer son fusil d'épaule. Le capitaine qui commandait donc cette compagnie, moi je pense a pris une très bonne décision de nous faire replier. Puis il est arrivé un problème majeur, c'est qu'on n'avait plus de munitions. Et à un moment donné, on est arrivé à un cours de munitions, puis sans munitions, c'est plus la peine, on peut plus faire la guerre, quoi. Donc aussi pour ça, donc on s'est ravitaillé en munitions. Et comment vous faites justement pour être ravitaillé? Comment vous recevez? Alors on appelle à la radio, on demande à ce qu'il y ait des véhicules qui sont derrière, nous ramènent des munitions parce qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Au moment où le véhicule s'approche du mien pour nous donner des caisses de munitions qui sont quand même très lourdes, en fait on reprend la foudre. On a plusieurs roquettes qui explosent à côté des véhicules. Donc le VAB qui devait nous alimenter en munitions fait demi-tour, jette les caisses par terre. Parce qu'il est pris pour cible. Parce que le VAB est pris pour cible. Donc un véhicule qui est à l'arrêt, c'est un véhicule qui est mort, qu'il faut considérer mort. Et en fait, je ne sais pas trop ce qui m'a pris. On aurait pu se rapprocher avec le véhicule. Bon, en tout cas, j'ai pris cette décision-là. En fait, je me suis allégé pour courir plus vite. J'ai juste gardé mon gilet, j'ai enlevé mon arme. J'ai posé mon arme dans le véhicule qui allait me servir à rien. On était en plein découvert, les talibans étaient loin. Et j'avais quasiment plus de munitions. J'ai enlevé mon casque et je suis parti. J'ai couru pour récupérer ces caisses. Et en fait, au moment où je ramène les caisses et que je les pose dans le véhicule, la hauteur du véhicule, du plancher du véhicule, c'est à hauteur de ceinture, à peu près. Les véhicules qui sont assez hauts. Les portes du VAB étaient ouvertes et donc me couvraient en tout cas une bonne partie du corps. Et on prend une rafale de Douchka, c'est une grosse arme russe d'un très gros calibre. Et la première balle de la Douchka arrive sur la porte, juste au niveau de ma tête, du VAB. Et ensuite, ça fait peut-être 5, 6, 7 impacts à l'horizontale sur le reste du véhicule. Et la première arrive au niveau de ma tête. Clairement, si cette porte du VAB, ils avaient décidé, les camarades, de la fermer, j'avais plus de tête, c'était terminé, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Je me rends pas trop compte, parce qu'en fait, ça se passe super vite. Et en fait, ce qui se passe surtout, c'est que mon chef de section voit ça, et m'attrape par les épaulettes du gilet, me tire avec un copain dans le véhicule et immédiatement ferme la porte et demande au pilote de tracer parce que fallait surtout pas, si on reprenait une rafale, voilà, c'était terminé. Et en fait, je me rends compte que quand je suis dans le véhicule de ce que j'aurais pu être il y a 1-2 secondes avant, avoir été décapité, j'aurais été décapité, voire peut-être même coupé en deux. Bon, c'est un peu trash, mais c'est la vérité de la guerre, c'est la réalité de la guerre. Donc je me rends compte, puis je me reprends tout de suite, et puis je reprends mon boulot de radio. Je remets ma radio sur le dos, ok, je demande à mon chef de section, ok, c'est quoi la mission, je vais la balance au chef de groupe, ok, du coup là c'est d'aller au village, faire le point, prendre la température. On fait, je sais pas, peut-être 5 minutes, 3-5 minutes de VAB pour arriver au pied du village. Bon là c'était le chaos, c'était le bazar complet, les véhicules, les VAB étaient criblés de balles. Il y avait des mecs qui étaient assis par terre, qui saignaient. Il y en a qui a pris une balle dans le bras, l'autre qui était en train de se faire masser parce qu'il est en train de partir en arrêt. C'était... Enfin, et là, en fait, c'est la première fois, après les combats, qu'on voit vraiment des copains blessés par balle. Parce que nous, on a eu ce miracle-là de ne pas en avoir. Et là, on perd un peu nos moyens, quoi. Parce qu'en fait, l'émotion passe au-dessus. Donc il a fallu vite qu'on se reprenne nous, parce qu'il fallait qu'on gère ces gars-là. Donc on a géré nos copains, on les a assis, on les a rassurés. Puis ce qui avait été dur aussi, c'est important quand même pour se remettre dans le contexte, c'est qu'on n'a pas eu de ravitaillement en eau, on n'a pas eu de ravitaillement en nourriture. Sous 42 degrés. Sous 42 degrés, avec 30 kilos sur le dos. Alors on avait 2 barres de céréales dans les poches, parce qu'il faut toujours avoir 2 barres de céréales dans les poches, mais il y a un moment donné, ça ne suffit pas, quoi. Et c'était impossible de faire venir des hélicos de Kaboul, parce que la zone n'était pas du tout sécurisée. Donc on était vraiment livrés à nous-mêmes, dans cette vallée, et il fallait qu'on se débrouille. Donc le soir du 18, les affrontements s'arrêtent. Exactement. Et après? Et après, donc on commence la progression la nuit. Donc on était obligé de passer par le village pour accéder à la première partie du col, où là on verra le traducteur de la deuxième section, qu'un traducteur afghan. On avait un traducteur par section, qui était lui brûlé en plein milieu du village. Et c'était fait exprès
Bon, là, les talibans, c'est ce qu'ils font, hein. Pour eux, ils sont considérés comme des traîtres. Bon, c'est quand même assez marquant, mais bon, on avance. De toute façon, on était brûlés, on pouvait rien faire. Et donc, on commence la première partie, on commence à évoluer sur la première partie du col. Et là, on va découvrir surtout des blessés par balle, aux jambes, aux bras, des camarades qui ne sont pas blessés, mais totalement tétanisés. Donc, ils se sont cachés dans le premier trou qu'ils pouvaient avoir, parce qu'eux, ils ne savaient pas où aller. Ils n'avaient plus de chef, plus de consignes. Ils ne connaissaient pas la topo du terrain parce que personne ne la connaissait, parce que c'était une reconnaissance, je rappelle que c'est une reconnaissance d'un col, c'est pas un col dans lequel on avait l'habitude d'aller. Et il y en avait un dont je parle là, qui est Kanak, lui. Et ce gars-là, c'est une force de la nature et on le retrouvait pas. Et à un moment donné, j'entends un peu des gémissements, un mec qui respire un peu fort. On l'a retrouvé quand même avec quasiment 8 impacts dans le corps, quoi. Donc c'est quand même costaud. On le retrouve sous un rocher, dans une mare de sang, vous vous doutez bien. Lui, il pouvait plus bouger. Et je reconnais Ernest. Et je lui dis, c'est Mayol, on est là pour venir te chercher. Et là, il me dit juste merci. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous constatez un frère d'armes, finalement, que vous retrouvez dans cet état-là ? C'est assez paradoxal. En fait, j'étais totalement effondré de le voir dans cet état-là. En fait, voir un soldat français et en plus un ami dans un état comme ça, on est effondré, en fait. Et en même temps, je ressentais un sentiment de satisfaction. Je l'avais trouvé et en tout cas, pour l'instant, il était vivant. Et c'était assez paradoxal. Parce que je me suis dit déjà comment ça se fait qu'il soit vivant. Parce que là, il était vraiment, on est dans une mare de sang, quoi. Et l'anecdote d'ailleurs qu'on apprendra plus tard, c'est qu'il était sous une pierre cachée, et où il y avait juste de quoi mettre une grande partie de son corps en rampant, hein. Il a fait ça en rampant. Et quand les talibans sont descendus à la tombée de la nuit, avant où tous les combats s'étaient stoppés, en fait les talibans, eux, l'idée c'était donc, comme je vous ai dit, de ramasser les corps de leurs copains et effectivement d'éliminer aussi les derniers soldats français et surtout les blessés. Et lui, il a entendu 2 ou 3 talibans, en plein dans un talweg, hein, c'était même pas sur la piste qui monte au col, monter sur ce rocher-là, discuter entre eux, en dari, quoi, dans leur langage, dans leur dialecte local. Il a coupé sa respiration pour pas qu'il soit entendu. Ça a duré quelques secondes et les talibans sont partis. Et ils l'ont pas trouvé. Criblé de balles. Et en étant criblé de balles. C'est quand même incroyable. Et donc on le retrouve, on le sort, donc lui on le fait évacuer évidemment en brancard dur parce que lui il pouvait plus du tout bouger, hein. Et ce gars-là reste en vie. Et il est en vie, il va bien maintenant. On continue la progression, deuxième partie du col. Et là on commence à découvrir effectivement nos camarades décédés. Les premiers. La plupart étaient sur la piste qui monte en haut là sur le col. Et là c'était pareil, c'était traumatisant. Ouais. Alors déjà visuellement. Et là, ce qui va être mon traumatisme d'après, c'est ce qui a fait que ma vie a changé à ce moment-là, c'est la récupération des corps de mes camarades. Il y en a un justement, cette anecdote qui m'a personnellement assez marqué, c'est quand vous récupérez un jeune camarade qui s'appelle Julien. Le dernier, ouais. Ouais. Lui, c'était celui qui m'a le plus marqué, parce que déjà, c'était indépendamment c'était d'un mec déjà avec qui j'étais proche au régiment, avec qui on s'entendait très bien, on avait pas mal de valeurs communes, et j'avais passé toute ma soirée avec lui. Et en fait, quand je suis parti me coucher, c'est le dernier mec que j'ai vu, et quand il est parti se coucher, je suis le dernier mec qu'il a vu, avant qu'il parte en patrouille le lendemain matin. Et là, effectivement, je le découvre allongé au sol, et il avait une balle dans la jambe, une balle dans la tête, mais on n'avait pas de brancard. Moi, j'avais mon arme, mon gilet, mon casque, et puis voilà, comme un gars qui part à la guerre. Comment vous faites pour les remonter alors ? À dos d'homme, comme on peut. En fait, on a utilisé un petit peu les mêmes techniques que quand on a eu nos cours sur le secourisme. Porter un mec sur les épaules quand un mec est blessé, pour pouvoir courir avec, utiliser son arme en ayant un mec sur les épaules. Donc il y a des techniques pour ça, mais qu'on a essayé de faire, mais qui ne pouvaient pas être utilisables sur tout le monde. Et notamment sur Julien. Julien, ce qui était traumatisant, c'est... Voilà, indépendamment de la vision horrible, il y avait aussi l'odeur. Ouais. Et ça prend le trip, hein. Et ça reste dans le nez. Pour ceux qui ont
qui connaissent cette odeur, c'est une odeur qu'on n'oublie jamais. Et donc quand j'ai essayé de le porter sur mon épaule, donc je l'ai porté, voilà, la méthode qu'on utilisait avant pour les blessés. Et en fait, une partie de sa cervelle s'est vidée sur mon bras, parce qu'il avait un trou, assez gros au niveau de la tempe. Ouais, je sais comment. Donc là, je le jette par terre. Et enfin, je le fais tomber, quoi. Déjà, j'arrivais à peine à le porter parce que j'avais presque plus de force. Je pars vomir sur le côté. Et là, je dis à mon copain avec qui j'étais là, mon camarade, je dis, on peut pas le traîner, quoi. C'est pas possible, on peut pas faire ça. Finalement, on va arriver à le porter. Après, il était quasiment, lui, quand il a été tué, il était quasiment arrivé en haut du col. Donc, il n'y avait pas énormément il y avait quelques dizaines de mètres à faire. J'étais complètement dépassé, j'étais ailleurs. Là, je commençais à avoir les larmes aux yeux. Et puis, j'arrêtais pas de me dire, mais c'est pas possible, comment on a pu en arriver là, j'arrêtais pas de me répéter ça. Et puis, donc, on l'a posé sur la ligne de crête. Et puis, ça s'arrête jamais. Donc, du coup, je suis redescendu pour aller en chercher un autre. Ainsi de suite. Je suis remonté et ainsi de suite. Comment on continue d'avancer en voyant tout ça? Là, je vous cache pas que j'étais un peu en mode zombie. J'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie que ça s'arrête. Je veux plus être en Afghanistan, je veux plus être dans ce col, je veux enlever mon treillis, je veux plus avoir d'armes dans les mains. Il faut que ça s'arrête, et vite. Mais pour ça, il faut finir la mission. Ouais. Il faut aller jusqu'au bout de la mission. Donc, plus vite fini, plus vite rentrer. Et qu'est-ce qui se passe justement au moment où vous réussissez à récupérer tous vos camarades et que vous rentrez à la base? Ce moment où vous vous retrouvez seul avec vous-même et que vous réalisez en fait tout ce qui s'est passé durant la journée. Moi, le moment de soulagement ultime, ça paraît peut-être stupide comme ça, c'est le moment de la douche. Parce que quand je vais prendre cette douche, en fait, moi, j'étais complètement traumatisé. Je ne voulais pas enlever mon treillis. J'étais resté bloqué sur Julien, sur ce que j'avais, les autres que j'avais ramassés, et sur cette bout de cervelle que j'avais séché sur ma veste. Et en fait, c'est très compliqué à expliquer, mais comme si ce sang me restait connecté à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon, ça paraît un peu glauque, mais c'est un peu glauque, mais c'est ce qui s'est passé, cette réalité-là qui s'est passée, cette vérité qui s'est passée ce lendemain-là. Et finalement, dissuadé par d'autres frères d'armes, on m'a dit, Mayol, non mais tu me fais tes treillis, tu me les donnes, on va les jeter et tu vas aller prendre ta douche. J'avais encore du sang sur les mains, j'étais noir de poudre, de sable, en sueur, je vous en parle pas. Et en fait, quand j'ai pris cette douche, je raconte dans le livre en anecdote, mais en fait, elle a vachement de sens, cette douche. Parce que c'était au-delà de me laver comme tout le monde, là, au-delà du côté hygiène. Ouais. En fait, c'est un sentiment de ok, je me lave de ce que j'ai vécu, je me lave de ce que j'ai vu. Et en fait, faire partir ce sang partout sur moi, cette poussière, ça me permettait de déconnecter, en tout cas pour un temps, de ce que j'avais vécu pendant ces 48 heures. Et à quel moment, du coup, vous vous retrouvez ou faites finalement le bilan de cette journée? Le soir, à ce qu'on appelle nous la popote dans l'armée, c'est un espèce de bar de campagne qu'on monte, un petit bistrot pour se rassembler. On avait coupé un bout de container, monté un petit bar avec une cafetière, des bières, un frigo, enfin bref. Donc on se retrouve tous là-bas. Là, on fait un débrief. Autant dire qu'il y avait des choses à dire, sauf qu'en fait, on vit le même instant, mais pas du tout de la même manière. On est au même endroit, mais on a des visions complètement, absolument différentes sur ce qu'on a vécu. Donc on échange là-dessus, et ensuite on se retrouve en plus petit comité, et là on commence à prendre conscience qu'on est vivant, mais que voilà, on ne sait pas comment on va se relever de ça, et puis c'est quoi la suite? Comment on va réussir à tenir jusqu'à décembre, parce que décembre c'était la fin du mandat, parce qu'on devait partir pour 6 mois, à peu près. Et si ça doit arriver, comment on fera? Et puis les familles, dans quel état elles sont? Parce qu'on commence à se projeter aussi avec elles. Et on fait le point. Et là, c'est à ce moment-là où tout commence à lâcher. Les pleurs, où là on parle vraiment d'émotion, de ce qu'on ressent nous. Et c'était un moment qui était hyper fort. Mais c'est un moment qui, moi, où le SPT a commencé à arriver. Moi, c'est pas les combats qui m'ont traumatisé. Ça a été hyper violent. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est pas les combats qui m'ont traumatisé. Moi, c'est vraiment le ramassage des corps, des copains, de ce que j'ai pu voir, sentir, ce que j'ai dû faire
Puis j'arrivais pas à contrôler mes larmes et puis j'ai commencé à être pris de tremblement. Mhm. Donc là, c'est plus pour le côté neuro, tremblement, les bras. J'étais comme ça tout le temps. Et je contrôlais pas ça. Je pouvais pas m'arrêter de... Donc j'ai été perfusé. J'ai été envoyé à l'infirmerie, j'ai été perfusé. J'ai quand même voulu aller à la cérémonie pour la levée des corps de mes frères d'armes, là, qui était 2-3 jours après. Oui. Toujours en Afghanistan. À Kaboul, oui, Kaboul, exactement. Ouais. Et ensuite, les corps ont été rapatriés avec des avions français en France. Et puis, cérémonie aux Invalides. Et puis après, les corps ont été envoyés dans les familles. Il y a des familles de soldats tués qui ont porté plainte, justement pour mise en danger de la vie d'autrui. Et un juge d'instruction s'était chargé de l'affaire à l'époque. Et effectivement, ça a duré 3 ans. Et ça s'est terminé par un non-lieu confirmé en appel en 2016. Et justement, ma question, c'est que dans ce dossier, il y a des erreurs militaires de la hiérarchie militaire qui ont été pointées du doigt. Notamment, la première, c'était de ne pas avoir fait de reconnaissance aérienne préalable à la mission. Et l'une des autres erreurs qui ont été pointées du doigt, c'était aussi que l'un des interprètes afghans, apparemment, qui accompagnait les Français, avait été surpris en train de téléphoner quelques heures avant le départ. Comment est-ce que vous analysez cette situation ? Bah, c'est compliqué. Alors moi, la plainte des familles, pardon. Ouais. Moi, j'ai personnellement refusé de m'initier à cette plainte parce que, et c'est très personnel, parce que on a choisi de faire un métier qui est à risque. Et les enjeux, on les connaissait. Alors, je dis ça, attention, avec du recul, des années après, avec du discernement, j'aurais peut-être pas eu le même discours en 2008 ou 2009. Ouais. Mais moi, je n'ai pensé qu'à mes camarades qui sont morts. Et je me suis dit, je sais pas si de là-haut, ça leur plairait de voir que, en fait, en bas, ils sont en train de se déchirer pour nous. Ensuite, concernant les erreurs, bah, effectivement, il y a des choses qui se sont passées qu'on n'a pas comprises. Et j'en parle un petit peu dans le livre. Maintenant, je ne débat pas beaucoup là-dessus parce que, en fait, je ne comprendrais pas pourquoi aujourd'hui polémiquer là-dessus. Le passé, c'est le passé. Et puis, j'ai envie de vous dire, alors ça peut être difficile à entendre pour certains et certaines, mais ça ramènera personne. Et puis, l'erreur est humaine, en fait. Et j'ai l'impression qu'on est dans une société où il faut absolument toujours trouver un coupable. Maintenant, je crois que le coupable, c'est juste la guerre, en fait. Sans jugement sur ceux qui déposent des plaintes et ceux qui polémiquent sur les erreurs qu'il y a eu. Et il y en a eu des erreurs. Mais moi, j'aimerais bien que les gens se posent plutôt la question en amont et se disent, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce monde pour éviter la guerre ? Et après tout ça, à quel moment vous quittez l'Afghanistan pour rentrer en France ? La décision est prise de nous rapatrier fin août. Donc on passera par l'hôpital de Kaboul, parce que là c'était juste une question d'avion, en fait, il fallait qu'il y ait un avion disponible, il n'y a pas des rotations tous les jours. Donc on restera à peu près une semaine à l'hôpital, et ensuite on sera rapatrié et dispatché. Alors moi je suis parti avec un de mes frères d'armes à Percy, donc à Clamart, l'hôpital militaire, et d'autres à Bégin, à Vincennes, l'autre hôpital militaire, où je resterai à peu près 2 semaines à l'hôpital, en service psy, suivi par le même psychiatre qui nous avait suivis depuis l'embuscade, qui était arrivé dès le lendemain. J'ai un grand regret, et ça j'ai pas pu en parler dans le livre, je n'arrive pas, en fait c'était tellement violent au niveau neuro que je n'arrive pas à me souvenir de mes entretiens avec le psychiatre à la FOB, dans la FOB. Je ne m'en souviens pas du tout. Et j'ai beau essayer d'avoir travaillé ça avec lui, je ne m'en souviens pas. Alors lui, il me disait, t'étais complètement ailleurs, tu répondais, t'étais complètement à gauche de la plaque, mais j'aurais bien aimé pouvoir en parler dans mon livre de ça, là, mais j'ai pas de souvenir. J'ai beau essayer de creuser, je pense que le cerveau, il s'est mis en sécurité. Donc du coup, je serai effectivement hospitalisé en psy. Après, je fais une batterie de tests aussi dans d'autres services, que j'ai eu un gros trauma sonore pendant les combats. J'ai pris une balle dans le sac à dos, qui a traversé le sac à dos derrière la colonne vertébrale, et du coup qui m'a causé pas mal de problèmes au lombaire, donc j'avais super mal au dos, que j'ai toujours d'ailleurs, mais bon, je vis avec. Et donc j'ai fait toute une batterie de tests, machin, et ensuite j'ai demandé à sortir, et donc le psy, lui, a été d'accord pour ça, mais en signant le contrat avec lui, qu'il fallait que je vienne le voir tous les 15 jours. Mes parents aussi m'ont rendu visite,
Ma copine de l'époque aussi m'a rendu visite à l'hôpital. Hein. Et puis, dans toute cette souffrance, j'ai quand même rencontré l'un des gars qui est mon meilleur ami maintenant, qui était dans mon régiment, avec qui en plus j'avais pas vraiment d'affinité avant. On n'était pas dans la même compagnie. Ouais. Parce qu'un régiment, on est nombreux dedans. Hein. Mais tout le monde se connaît quand même de près ou de loin. Mais lui, j'avais pas énormément d'affinité avec lui. Et je l'ai rencontré à l'hôpital et lui, il a été blessé en Afghanistan, la veille de l'embuscade, mais dans une autre vallée, où il a pris il était snipé par un sniper taliban. Il a pris une balle dans la jambe qui lui a explosé le fémur, sectionné l'artère fémorale en deux. Lui, il revient de très très loin, parce que je crois qu'il est à 43 ou 44 opérations maintenant, aujourd'hui. Et donc, je l'ai rencontré à l'hôpital. Ouais. Et ce gars-là, on s'est énormément soutenus mutuellement, et on n'avait pas vécu les mêmes choses. Lui, il avait la blessure extérieure, moi j'avais la blessure intérieure. Mais beaucoup de choses nous liaient, évidemment. Et on s'est énormément soutenus et ça a été une thérapie. Pour nous, ça nous a beaucoup aidé de s'entraider les uns les autres. C'est pas un mythe, ça aide beaucoup. Et comment on gère l'après? On va terminer sur ça, quand on a vécu tout ça. Quand on gère l'après, je me demande si parfois c'est pas plus compliqué que le pendant. Parce que ça dure beaucoup plus longtemps. Moi, en tout cas, c'est pareil, c'est une réponse très personnelle. Hein. Mais la résilience, croire en la vie, c'est ça le message d'espoir que j'essaie de faire passer à travers mes récits. C'est de dire, en fait, on peut se relever. Donc, lève la tête, sors la tête de l'eau, mets-toi debout et avance, quoi. Et avance en hommage pour ceux qui sont morts, pour toi, pour ta dignité, pour ceux qui t'entourent, tes proches, ta femme, tes enfants, qui tu veux. Mais il y a d'autres chemins que d'aller dans la fatalité, d'aller vers le suicide, d'aller vers tous ceux dont on est tous tombés. Mais moi, j'essaie d'expliquer qu'il y a d'autres chemins que ça. Merci beaucoup Maël en tout cas pour ce témoignage. Avec plaisir, Edouard. Merci pour le livre. Merci à vous. Ça a été? Avec plaisir. Ouais, nickel. Ouais. Ouais. C'est pas trop long, c'est Non, un non. peu long, mais... Je m'y attendais un peu. En tout cas, merci beaucoup. Merci énormément. Avec plaisir. C'est bon.